Je reconnais maintenant Monsieur le député de Bordua, à qui je cède la parole. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Le député de Chauveau, tout à l'heure, vous a mentionné que notre formation politique était en faveur du principe du projet de loi, en faveur du principe de regrouper à l'intérieur d'un guichet unique tous les acteurs québécois afin que les entrepreneurs, afin que les gens qui vivent sur le territoire, afin que les investisseurs puissent s'adresser qu'à une seule porte, qui puissent cogner à une seule porte pour avoir l'ensemble de l'information pour développer le Nord québécois. C'est important pour nous, en tant que formation politique, de développer le Nord québécois, de développer nos richesses afin de rendre le Québec plus riche. Afin de rendre le Québec plus riche, mais tous les Québécois également. Donc, c'est important que les richesses qu'on va développer demeurent au Québec, que le développement du Nord se fasse au profit des communautés locales, qu'il se fasse au profit des communautés autochtones, qu'il se fasse au profit des gens qui habitent dans l'Ouest, dans l'Est, dans le Nord et dans le Sud du Québec. Il faut qu'il y ait des retombées à l'intérieur de l'ensemble du Québec et que ça soit réparti. Il faut que le développement du Nord serve à l'enrichissement collectif de l'ensemble de la nation québécoise. Donc, comme je vous le disais, Monsieur le Président, nous sommes favorables à l'implantation d'un guichet unique. Est-ce que ça doit prendre la forme d'une structure autre, d'une société d'État, donc de créer une nouvelle structure? Nous ne le pensons pas. Nous croyons que la coordination des activités du Plan Nord doit se faire à l'intérieur des structures actuelles, par le biais d'un bureau, par le biais d'un secrétariat, par le biais d'un département qui se trouve au ministère des Ressources naturelles. Actuellement, le ministère dispose déjà des ressources humaines et des compétences et des connaissances qui se retrouvent à l'intérieur du ministère et où il est déjà exercé par les fonctionnaires en place. Donc, essentiellement, nous, ce qu'on prône, c'est qu'on évite de créer une autre structure en période d'austérité économique. Le député de Chauveau, tout à l'heure, et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de ressources naturelles, faisait remarquer qu'il y a une problématique au niveau de la cohérence du discours. Donc, on dit on va couper des structures à un endroit, mais on va en créer à d'autres endroits, comme dans le cas de la loi sur la Société du Plan Nord, ce qui fait en sorte qu'on va dédoubler l'expertise du ministère. Parce que concrètement, Monsieur le Président, je vous invite à regarder le projet de loi qui a été déposé par le ministre des Ressources naturelles. Et à la lecture même du projet de loi, on constate qu'il y a certaines incohérences qui nous apparaissent, qui sautent aux yeux, en fait. Vous pourrez le constater notamment à l'article 7, au 3e paragraphe. La Société établit par règlement les règles relatives à l'arbitrage. Ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut approuver avec ou sans modification. Donc là, on a un exemple où, malgré le fait qu'on crée une société, qu'on crée une nouvelle structure, bien, la société va devoir quand même être liée avec le gouvernement. Donc ici, on ne parle pas d'une société qui est complètement indépendante. On parle d'une société qui est toujours assujettie au regard du gouvernement, qui n'a pas sa propre indépendance. Un autre exemple, c'est le prochain paragraphe. Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier à défaut par la société de le faire dans le délai qui lui indique. Donc, concrètement, ce que ça nous dit, cet article-là, c'est que si la Société du Plan Nord n'agit pas, bien, ça va être le gouvernement qui va devoir faire le travail à sa place. Donc, encore là, on va se retrouver dans une situation où bien, la Société du Plan Nord va faire un certain travail, mais le gouvernement va devoir pallier à son absence de décision qu'elle pourrait prendre. C'est la même chose, Monsieur le Président, à l'article 9, 3e paragraphe. La constitution d'une filiale par la société ou par l'une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine. Encore une fois, c'est le gouvernement qui va exercer le véritable leadership. Donc, la Société du Plan Nord serait présente, oui, sur le territoire, prendrait des décisions, mais va toujours devoir quémander l'autorisation au gouvernement. On en a un autre exemple à l'article 11. La société et ses filiales ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement, prendre le contrôle d'une personne morale ou d'une société de personnes. Paragraphe 2. Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu'il détermine. Encore une fois, ça nécessite une autorisation. Article 12, Monsieur le Président. Sous réserve des dispositions d'une convention collective, une filiale de la société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions approuvées par le gouvernement, encore une fois.
Ensuite, Monsieur le Président, l'article 14 du projet de loi. Donc, la Société établit un plan stratégique précisant notamment les objectifs qu'elle poursuit et les priorités qu'elle établit en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relatives au plan Nord et suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Encore une fois, on a un bon exemple dans le projet de loi, Monsieur le Président, que la Société du plan Nord, elle ne s'avère pas vraiment nécessaire parce que concrètement, c'est le gouvernement qui va prendre les décisions. Il y a un devoir pour la Société du plan Nord de toujours rendre des comptes. Donc, l'imputabilité, ultimement, ne va pas se faire au niveau de la Société du plan Nord, même si dans le projet de loi actuel, elle va bénéficier d'un conseil d'administration. Ultimement, ça va toujours être le gouvernement, comme on dit en bon français, qui va caler les shots. Je vous donne un autre exemple, l'article 16. Le plan stratégique, on est dans la section 2 du projet de loi, une section qui est très importante parce qu'on parle du plan stratégique, du plan d'immobilisation et du plan d'exploitation. Donc, concrètement, on parle du développement du Nord. C'est le cœur du plan Nord, c'est le cœur, l'objectif principal de la mission que la Société du plan Nord va avoir. Et là, on est encore dans cet article, dans cette section-là. Et à l'article 16, le projet de loi nous dit « Le plan stratégique est soumis à l'approbation du gouvernement, encore une fois, par le ministre, après consultation des ministres concernés, pour les activités sectorielles de la société qui se rapportent à leurs responsabilités respectives. » Tout à l'heure, le député de Chauveau nous disait « Écoutez, il y a un comité ministériel en place regroupant 14 ministres, donc 14 ministères. » Donc, déjà là, il y a déjà une structure en place, ça prend déjà 14 personnes pour décider. L'article 16 nous dit « Bien là, le plan stratégique, la Société du plan Nord va le développer, mais là, on va le soumettre au gouvernement. Ensuite, le ministre va le regarder, puis ensuite, les 13 autres ministres vont le regarder. Donc, on est toujours dans le dédoublement de structure, et là, on n'avance pas davantage parce que pour l'entrepreneur qui souhaite investir ou pour les citoyens, malgré le fait qu'ils vont avoir une porte d'entrée avec la Société du plan Nord, ils vont se retrouver avec des délais encore une fois parce que le tout va devoir être approuvé par le gouvernement. Il serait peut-être opportun, Monsieur le Président, que le gouvernement se questionne sur la création de la Société du plan Nord et plutôt regrouper déjà à l'intérieur du ministère des Ressources naturelles l'ensemble des fonctionnaires qui sont déjà en connaissance des dossiers parmi les 14 ministères et les regrouper sous un seul chapeau, sous une seule entité administrative à l'intérieur du gouvernement. On va déjà sauver un palier. Toujours dans la même section, Monsieur le Président, plan stratégique, plan d'immobilisation et plan d'exploitation, à l'article 18, un plan stratégique approuvé par le gouvernement est applicable jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre plan ainsi approuvé. Article 19, la Société transmet annuellement au ministre son plan d'immobilisation et son plan d'exploitation pour l'exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l'époque que ce dernier détermine. Ces plans sont soumis à l'approbation du gouvernement. Donc, encore une fois, on dit qu'on met en place une société indépendante, mais la société en question doit toujours rendre des comptes au gouvernement. Elle est liée par les articles qui sont en place. Article 26, Monsieur le Président, toujours dans le projet de loi. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut acquérir par expropriation au bénéfice du domaine de l'État tout bien que la société ne peut autrement acquérir. Donc, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est qu'il crée une société d'État, il lui donne certains pouvoirs, mais pas tous les pouvoirs pour développer le Nord. Ils vont toujours devoir demander au gouvernement, bon, mais est-ce qu'on peut acheter ceci pour notre mission? Est-ce qu'on peut acheter cela? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tous les outils pour développer le Nord concentrés à un seul et même endroit, à l'intérieur du ministère des Ressources naturelles, qui dispose, je vous le répète, déjà des ressources humaines, des ressources matérielles également pour le faire. Monsieur le Président, également à l'article 28 du projet de loi, la société ne peut, encore une fois, sans l'autorisation du gouvernement, on dirait que la société ne peut absolument prendre aucune décision par elle-même. Deuxième alinéa, s'engager financièrement au-delà des limites et ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement. Article 3, acquérir, détenir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement. Il faudrait, Monsieur le Président, que le gouvernement nous dise, est-ce qu'ils veulent vraiment développer le Nord? Est-ce qu'ils veulent vraiment mettre en place une société qui va avoir tous les outils pour développer le Nord? Pour être cohérent avec leur message, ils devraient, à ce moment-là, éviter de créer une autre structure et le faire à l'intérieur, créer leur guichet unique à l'intérieur des paramètres ministériels. Article 29, Monsieur le Président, la société est administrée par un conseil d'administration composé de 9 à 15 membres, dont le président du conseil et le président directeur général.
au moins la majorité des membres du conseil d'administration, dont le président, doivent, de l'avis du gouvernement, se qualifier comme administrateur indépendant. Le gouvernement nomme les membres du conseil d'administration, autres que le président du conseil et le président directeur général. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'indépendance pour la Société du Plan Nord. C'est le gouvernement qui prend les décisions, qui place les gens à l'intérieur, et c'est assez flou comme critère, là. Comme critère, pour nommer les gens, on dit des profils de compétences et d'expérience approuvés par le Conseil, de leur intérêt pour le milieu nordique et de leur connaissance de celui-ci. Donc, c'est assez vague comme nomination. Et donc, le gouvernement va se retrouver à contrôler de facto cette société-là. Donc, plutôt que de créer une société en plaçant les individus ayant les mêmes visées idéologiques, il devrait, plutôt que de créer une autre structure, bien, à ce moment-là, faire le travail à l'interne. Un autre élément, Monsieur le Président, c'est que vous pourrez constater que dans le projet de loi, il y a des mesures transitoires qui font en sorte que les employés qui sont actuellement au secrétariat nordique vont être transférés à la Société du Plan Nord. Mais concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge les gens vers une nouvelle structure, encore une fois. On doit, au Québec, optimiser les ressources, on doit être plus efficace, plus efficient. En ce sens-là, je vous le répète, ma formation politique est en faveur d'un guichet unique pour simplifier les choses, pour rendre plus efficace le travail au Québec, le développement du Nord. La Société du Plan Nord, nous doutons qu'elle réponde à cet objectif-là. À l'article 32, Monsieur le Président, au 3e alinéa, le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général. Encore une fois, c'est un exemple où les pouvoirs sont contrôlés, sont centralisés au gouvernement. L'article 56 également, Monsieur le Président, au niveau du financement de la société. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, et là, le gouvernement établit encore une fois les modalités. Donc, on n'est pas dans une situation où il va y avoir une société véritablement indépendante, comme ça a été souligné en commission particulière au moment des audiences publiques. Les intervenants qui sont venus nous parler nous ont dit « c'est important qu'on puisse influencer les orientations de la société, que le développement du Nord se fasse en partenariat avec les communautés locales, qu'il se fasse avec les Premières Nations qui sont présentes sur le territoire. » Mais concrètement, lorsqu'on regarde le projet de loi, bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à faire ça dans sa structure actuelle. Donc, j'invite le ministre des Ressources naturelles à évaluer cet élément-là. Donc, comme je vous le disais, c'est important pour ma formation politique de développer le Nord, mais surtout que les retombées permettent aux gens qui sont sur le terrain d'en bénéficier. Dans le projet de loi, l'article 6, on traite d'un bureau de commercialisation. Le bureau de commercialisation, plusieurs personnes, plusieurs intervenants qui sont venus en commission parlementaire nous ont demandé de mettre en place, par le biais du projet de loi, des mesures qui favoriseraient les entreprises locales. Donc, sous quelle forme pourrait prendre ce développement économique régional sur le terrain? Bien, il y a eu des propositions au niveau du fait de scinder les contrats. Parce que souvent, il y a des entreprises où la Fédération des chambres de commerce nous soulignait, ou les chambres de commerce locales nous mentionnaient que parfois, pour les entreprises locales en place, les contrats qui étaient donnés par les donneurs d'ouvrages étaient trop gros. C'était d'une trop grande capacité pour l'entreprise. Mais parfois, lorsque les contrats sont scindés en 2 ou en 3, mais là, à ce moment-là, ça permet aux gens qui sont sur le terrain, aux gens qui habitent dans les régions où il y a développement économique, de pouvoir soumissionner sur les contrats, de les obtenir et de faire travailler leurs gens qui sont en place. Actuellement, il y a une difficulté, une complexité au niveau de la réalisation des travaux. Ça prend un organe qui va faire en sorte que l'ensemble, la coordination du développement du Nord va être fixée à un seul endroit. Mais pour ce faire, il faut que cet endroit-là où on va choisir de fixer les pouvoirs, que celui-ci dispose du pouvoir réellement pour prendre les décisions et qu'il ne soit pas toujours assujetti à obtenir une autorisation de Québec. Donc, je vous le disais, j'ai été très attentif au groupe que nous avons rencontré, notamment pour les communautés locales, pour les nations, les Premières Nations qui sont venues nous rencontrer au niveau des retombées, parce que le plan Nord qui a été lancé sous sa première version
ça a eu des conséquences dans les communautés. Et c'est peut-être pas tout le monde, toutes les communautés qui ont pu bénéficier des retombées. Et pour la deuxième version, la version 2.0 du Plan Nord qui est présentée par le gouvernement actuel, c'est bien important de prendre en compte les réalités sur le terrain et que ce Plan Nord, qui vise à développer le Québec, doit également favoriser le développement local. On doit soutenir les municipalités qui sont sur le territoire au nord du 49e parallèle. On doit les soutenir parce qu'il y a eu plusieurs problématiques dans la première version du Plan Nord. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont venus. Il y a eu des problématiques de logement où ce n'était pas possible de loger tout le monde. Il y a eu des problématiques au niveau social lorsque vous accueillez un grand nombre de travailleurs pour une courte période. Bien, ça fait en sorte que certains services sociaux sont cannibalisés. On se retrouve dans une situation où le personnel en place n'est pas capable de répondre à l'ensemble des demandes qui sont faites, à l'ensemble de la demande temporaire qui est présente. Donc, c'est important que le gouvernement soit conscient, dans son plan de développement du Plan Nord, d'affecter l'ensemble des ressources requises et d'aider les partenaires locaux. Les partenaires locaux souhaitent que leur voix soit entendue. En fait, c'est le maire de cette île qui nous disait « les gens veulent être entendus ». C'est M. Régent Porlier qui nous disait ça. Parce que, dans la première version du Plan Nord qui avait été mis en place, il y a beaucoup de gens qui avaient eu l'impression qu'on avait décidé de développer le Nord, mais en leur absence, en les laissant sur les lignes de côté. Ils voulaient jouer dans la partie, mais on les a fait faire du banc, comme on dit au hockey. Un autre élément que je souhaite aborder avec vous au niveau du Plan Nord, c'est que dans sa mission, le Plan Nord vise un développement durable, vise à développer, faire son développement économique en lien avec le développement durable. Moi, ce que je proposerais au ministre, c'est qu'il fasse du développement économique durable. En ce sens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut développer nos ressources, mais il faut prendre en compte les réalités aussi de l'environnement qui sont présents. Donc, faisons du développement intelligent. Comme le mentionnait le député de Chauveau, l'importance, c'est que le développement économique se fasse rapidement, qu'il y ait des retombées pour le Québec, pour enrichir l'ensemble de la population québécoise, mais il faut également penser aux générations futures. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir avec les partenaires locaux. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs intervenants qui sont venus nous rencontrer en commission parlementaire et qui ont dit, vous savez, lorsque le Plan Nord a été lancé, bien, il y a eu une déclaration des partenaires qui a été signée. Cette déclaration des partenaires-là établissait certains principes fondateurs du développement du Nord. Et là, ce qu'on constate dans le projet de loi, c'est que le parti ministériel a seulement intégré le concept de développement durable, mais n'a pas repris le libellé de l'ensemble de la déclaration des partenaires. Ça fait l'objet de plusieurs demandes lors de la commission parlementaire et je pense que ça serait important, en tant que parlementaire, qu'on y accorde une certaine attention pour regarder les modalités, pour s'assurer que le Nord qu'on va développer, mais on puisse le développer l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, mais aussi dans 20 ans, et que toutes les générations puissent bénéficier des retombées économiques associées au Plan Nord. Un autre élément qui a été soulevé par de nombreux intervenants, lorsqu'on parle d'un organisme de coordination puis de l'importance de celui-ci, se trouve au niveau des conséquences sociales. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait des conséquences au niveau du logement. Bien, le gouvernement se doit de supporter les communautés locales au niveau financier, mais également au niveau des ressources, des infrastructures qui sont données aux municipalités afin de répondre à la demande. Il y a également eu une problématique au niveau du fly-in, fly-out pour plusieurs municipalités. C'est important d'avoir des travailleurs qualifiés, mais est-ce que le gouvernement ne pourrait pas s'engager à développer et à former les gens sur le territoire, les gens qui y habitent, de donner la spécialisation aux gens, donc qu'ils puissent occuper des emplois à haute valeur ajoutée avec de bons salaires, plutôt que de devoir rester sur les lignes de côté, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, je vous le répète, Monsieur le Président, ma formation politique est en faveur du principe d'un guichet unique, en faveur du fait de centraliser l'ensemble des intervenants pour que le développement économique du Québec se fasse le plus rapidement possible au profit de l'ensemble des Québécois, tout en prenant en compte
les différentes réalités des milieux et surtout en écoutant les gens qui habitent dans ces régions parce que c'est eux qui vont vivre avec la réalité économique. C'est eux qui vont vivre avec les conséquences du développement. Donc, le projet de loi doit répondre à leurs attentes et favoriser la discussion avec tous les acteurs. Merci. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Bordua.